Lecture audio du conte Le crapaud de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Le puits était profond, et par suite la corde longue, quand on voulait soulever le seau plein au-dessus de la margelle. Le vent était rude. Le soleil ne parvenait jamais à se mirer dans l'eau, si claire qu'elle fût, mais aussi loin qu'atteignait sa lumière, de la verdure poussait entre les pierres. C'est là qu'habitait une famille de crapauds. Elle était immigrée, arrivée, en fait, la tête la première en la personne de la vieille mère crapaud qui vivait encore. Les grenouilles vertes qui étaient ici chez elle depuis bien longtemps et nageaient dans l'eau reconnurent leur parenté avec les crapauds, qu'elles appelèrent les baigneurs. Ceux-ci avaient l'intention de rester là. Ils vivaient fort agréablement au sec, sur ce qu'ils appelaient les pierres humides. La mère grenouille avait autrefois voyagé. Elle avait été dans le seau d'eau, quand il montait, mais l'excès de lumière lui fit mal aux yeux. Elle s'échappa heureusement du seau. Elle tomba dans l'eau avec un terrible plouf, et demeura ensuite couchée 3 jours, souffrant des reins. Elle n'avait pas beaucoup à raconter sur le monde d'en haut, mais elle savait, et tous savaient que le puits n'était pas le monde entier. La mère crapaud aurait bien pu raconter ceci et cela, mais elle ne répondait jamais aux questions. Aussi ne questionnait-on pas. Elle est lourde et laide, vilaine et grasse, disaient les jeunes grenouilles vertes. Ces petits sont tout aussi vilains. C'est bien possible, disait la mère crapaud, mais l'un d'eux a une pierre précieuse dans la tête, ou bien je l'ai moi-même. Et les grenouilles vertes entendirent, et ouvrirent de grands yeux, et comme cela leur était égal, elles se retournèrent et plongèrent. Mais les petits crapauds étendirent leurs pattes de derrière par pure fierté. Chacun d'eux croyait avoir la pierre précieuse. Et ils gardèrent la tête bien immobile, mais finirent par demander ce qu'était ce dont ils étaient fiers, ce qu'était au juste cette pierre précieuse. C'est si magnifique et superbe, dit la mère crapaud, que je ne peux pas le décrire. C'est un objet que l'on arbore pour son plaisir, et dont les autres sont envieux. Mais ne me questionnez pas, je ne répondrai pas. Je n'ai pas la pierre précieuse, dit le plus petit crapaud, qui était aussi laid qu'on peut l'être. Pourquoi aurais-je une telle splendeur? Et si elle vexe les hôtes, elle ne peut me faire plaisir. Non, je désire seulement pouvoir un jour monter à la margelle du puits et regarder au dehors. Ça doit être charmant. Reste où tu es, dit la vieille. Tu connais l'endroit, tu sais ce qu'il est. Prends garde au seau, il t'écrasera. Et si tu y arrives en bon état, tu peux tomber. Ce n'est pas tout le monde qui tombe aussi bien que moi et garde tous ses membres intacts et tous ses œufs. Couac, dit le petit, et c'était comme lorsque nous autres hommes disons hélas. Il avait grande envie de monter à la margelle et de regarder dehors. Il sentait un vif désir de la verdure là-haut. Et le lendemain, lorsqu'on remonta le seau, rempli d'eau, comme le seau par hasard resta un instant immobile devant la pierre où se trouvait le crapaud, la petite bête éprouva un frémissement, sauta dans le seau plein, tomba au fond de l'eau. Le seau monta ensuite et fut tiré hors du puits. Fi, l'horreur, dit le garçon qui l'aperçut, c'est le plus vilain que j'ai vu. Et de son sabot, il donna un coup de pied au crapaud, qui fut près d'être estropié, mais échappa tout de même en entrant au milieu de hautes orties. Il vit les tiges serrées, et il vit aussi en l'air le soleil briller sur les feuilles, qui étaient très transparentes. C'était pour lui comme pour nous autres hommes, lorsque nous entrons soudain dans une grande forêt où le soleil luit entre les branches et les feuilles. C'est beaucoup mieux ici qu'en bas dans le puits. On aurait envie de rester ici toute sa vie, dit le petit crapaud. Il resta là 1 heure, il en resta 2. Qu'y a-t-il au dehors? Si je suis venu si loin, il faut que je continue. Et il rampa aussi vite qu'il pouvait ramper, et il parvint sur la route, où le soleil brillait, et où la poussière le poudrait pendant sa traversée de la grande route. On est vraiment au sec ici, dit le crapaud. Voilà que c'est presque trop bien, je sens des picotements. Et il atteignit le fossé. Il y poussait des myosotis et des spirées. Tout auprès, la haie fournie portait du sureau et de l'aubépine. Les blancs liserons y grimpaient. Les couleurs ne manquaient pas. Un papillon volait aussi. Le crapaud crut que c'était une fleur qui s'était détachée pour mieux voir le monde. C'était si naturel. Si l'on pouvait s'envoler comme lui, dit le crapaud. Couac! Quel délice!
Il demeura 8 jours pleins près de ce fossé, où la nourriture ne manquait pas. Le 9e jour, il se dit « Plus loin !» Mais que pouvait-on trouver de mieux? Peut-être un petit crapaud ou quelques grenouilles vertes? La nuit précédente, des bruits portés par le vent semblaient annoncer qu'il y avait des cousins dans le voisinage. Il fait bon vivre, sortir du puits, coucher dans les orties, ramper vers la route poussiéreuse et se reposer dans le fossé humide. Mais plus loin, tâchons de trouver des grenouilles ou un petit crapaud. On ne peut tout de même pas s'en passer. La nature ne nous suffit pas. Et il se remit en route. Il arriva dans un champ près d'une grande mare entourée de joncs. Il y alla voir. « C'est sans doute trop mouillé pour vous, » dirent les grenouilles, « mais vous êtes très bienvenus. Êtes-vous mâle ou femelle? Mais peu importe, vous êtes tout aussi bienvenus. » Et il fut invité à un concert le soir, un concert de famille. Grand enthousiasme et voix grêle. Nous connaissons cela, on ne servait rien. Les liquides seulement étaient à discrétion, tous les temps si l'on voulait. « Maintenant je vais plus loin, » dit le petit crapaud. Il aspirait toujours à mieux. Il vit luire les étoiles, grandes et claires. Il vit briller la nouvelle lune. Il vit le soleil se lever, monter de plus en plus haut. Je dois être encore dans un puits plus grand. Il faut que je monte. Je suis plein de troubles et de désirs. Et lorsque la lune fut pleine et ronde, la pauvre bête se dit « Est-ce le seau que l'on descend et où je dois sauter pour parvenir plus haut? Ou bien est-ce le soleil qui est le grand seau? Comme il est grand, comme il resplendit, il peut nous contenir tous. Il faut que je guette l'occasion. Oh, comme cela brille dans ma tête! Je ne crois pas que la pierre précieuse puisse briller davantage. Mais je ne l'ai pas, et je ne pleure pas pour cela. Non, plus haut dans la splendeur et la joie, j'ai confiance, et pourtant j'ai peur. C'est un grand pas à faire, mais il le faut, en avant, tout droit vers la route. » Et il s'avança comme peut le faire un animal rampant, et se trouva sur la grande route où habitaient les hommes. Il y avait là des jardins et des potagers. Il se reposa dans une plantation de choux. Quelle variété de créatures que je n'ai jamais connues! Et comme le monde est grand et merveilleux, mais il faut y regarder autour de soi et ne pas rester au même endroit. Et il sauta dans la plantation de choux. Que c'est vert ici, que c'est beau! Je le sais bien, dit la chenille de chou. Ma feuille est la plus grande d'ici. Elle cache la moitié du monde, mais c'est une moitié dont je peux me passer. Glouc, glouc! Les poules arrivaient trottinant dans la plantation. Celle qui était en tête avait la vue perçante. Elle vit la chenille sur la feuille frisée, qu'elle frappa du bec, et la chenille roula par terre, où elle se tordit et se retourna. La poule regarda d'un œil, puis de l'autre, car elle ne savait pas ce qui pouvait résulter de ces contorsions. « Mais elle ne le fait pas de bon cœur, » se dit la poule, qui leva la tête pour donner un coup de bec. Le crapaud fut si effrayé qu'il rampa droit sur la poule. « Ah, elle a des troupes auxiliaires, » dit la poule. « Regardez-moi cet animal rampant. » Et la poule s'en alla. « Je ne me soucie pas de cette petite bouchée verte, ça ne fait que vous chatouiller la gorge. » Les autres poules furent du même avis, et partirent. « Je m'en suis débarrassée en me tordant, » dit la chenille. « Il est bon d'avoir de la présence d'esprit, mais le plus difficile me reste à faire, remonter sur ma feuille. Où est-elle » Et le petit crapaud vint exprimer sa sympathie. Il était content d'avoir effrayé la poule par sa laideur. « Que voulez-vous dire par là » demanda la chenille. « Je m'en suis débarrassée moi-même par mes mouvements. Vous êtes désagréable à regarder. Permettez-moi d'être à mon affaire. Voilà que je sens l'odeur de chou. Je suis près de ma feuille. Il n'y a rien de mieux que sa propre affaire. Mais il faut que je monte plus haut. »« Oui, plus haut, » dit le petit crapaud. « Elle a le même sentiment que moi. Mais elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Cela vient de sa peur. Nous voulons tous monter plus haut. » Et il regarda le plus haut qu'il put. Le père cigogne était dans son nid sur le toit du paysan. Il jabota, et la mère cigogne jabota. « Comme il demeure haut, » se dit le crapaud. « Si l'on pouvait arriver là-haut !» Dans la maison de paysan habitaient 2 étudiants. L'un était poète, l'autre naturaliste. L'un écrivait avec enthousiasme sur tout ce que Dieu a créé, et qui se reflétait en son cœur. Il chantait cela en poèmes brefs, clairs et somptueux. L'autre s'emparait du fait lui-même, qu'il décomposait au besoin.
Il prenait l'œuvre de notre Seigneur comme une grande opération arithmétique, il soustrayait, multipliait, voulait tout connaître à fond et en rendre raison, et il avait complètement raison, et parlait avec enthousiasme et intelligence. Ils étaient braves gens et gais tous les deux. Voilà un bel exemplaire de crapaud, dit le naturaliste. Il faut que je le mette dans de l'alcool. Tu en as déjà 2 autres, dit le poète. Laisse-le s'amuser tranquillement. Mais il est si délicieusement laid, dit l'autre. Oui, si nous pouvions trouver la pierre précieuse dans sa tête, dit le poète, je prendrais part moi-même à sa dissection. La pierre précieuse, dit l'autre. Tu connais bien l'histoire naturelle. Mais n'y a-t-il pas une grande beauté dans cette croyance populaire qui veut que le crapaud, la bête la plus vilaine de toutes, recèle parfois dans sa tête un joyau de la plus grande valeur? N'en est-il pas de même que des hommes? Quel joyau n'avaient pas Ésope et Socrate? Le crapaud n'en entendit pas davantage et n'en comprit pas la moitié. Les 2 amis s'éloignèrent et il échappa au bocal d'alcool. Ils ont aussi parlé de la pierre précieuse, dit le crapaud. Il est heureux que je ne l'aie pas, sans quoi j'aurais eu des ennuis. Un jacassement se fit entendre sur le toit du paysan. Le père Cigogne faisait une conférence à sa famille, qui regardait de travers les 2 jeunes gens dans la plantation de choux. L'homme est l'animal le plus infatué, disait le père Cigogne. Écoutez comme ils jacassent. Et ils ne peuvent même pas crier comme il faut. Ils se glorifient de leur don de parole, de leur langue. C'est une drôle de langue. Elle devient incompréhensible pour eux à chaque voyage que nous faisons. Un homme ne comprend pas l'autre. Notre langue, nous pouvons la parler sur toute la terre, au Danemark comme en Égypte. Les hommes ne savent pas voler non plus. Ils prennent de la vitesse grâce à une invention qu'ils appellent chemin de fer. Mais souvent, ils s'y rompent le cou. Ça me donne des frissons dans le bec quand j'y pense. Le monde peut subsister sans hommes. Nous pouvons nous passer d'eux, pourvu que nous conservions grenouilles et vers de terre. Voilà un puissant discours, se dit le petit crapaud. Quel grand homme! Et comme il siège haut, plus haut que je n'ai jamais vu siéger personne, et comme il sait nager, s'écria le crapaud quand il vit le père Cigogne prendre son essor à travers l'air, les ailes éployées. Et la mère Cigogne parla dans le nid, raconta le pays d'Égypte et l'eau du Nil, et la merveilleuse vase qui se trouve dans le pays étranger. C'était tout nouveau et délectable pour le petit crapaud. Il faut que j'aille en Égypte, dit-il. Si seulement la cigogne voulait m'emmener, ou un de ses petits, je lui rendrais cela le jour de ses noces. Oui, j'irai en Égypte, car je suis si heureux. Tout le plaisir et le désir que j'éprouve, ça vaut certainement mieux que d'avoir une pierre dans la tête. Et il avait ainsi justement la pierre précieuse, l'éternel désir et plaisir de monter, monter toujours, joie enthousiaste et rayonnante. À ce moment arriva le père Cigogne. Il avait vu le crapaud dans l'herbe. Il se précipita et saisit sans nulle douceur le petit animal. Le bec serrait, le vent grondait. Ce n'était pas agréable. Mais cela menait en haut, en Égypte, il le savait. Et c'est pourquoi ses yeux étaient brillants. Une étincelle semblait en sortir. Couac! Le corps était mort, le crapaud tué. Mais l'étincelle de ses yeux, que devint-elle? Le rayon de soleil la prit, le rayon de soleil emporta la pierre précieuse qui était dans la tête du crapaud. Où? Ne le demandez pas au naturaliste, demandez-le plutôt au poète. Il vous le dit sous forme de conte. Et la chenille de chou et la famille de cigogne y figurent aussi. Songez donc, la chenille se transforme et devient un charmant papillon. La famille de cigogne vole par-dessus monts et mers pour gagner l'Afrique lointaine, et trouve quand même le chemin le plus court pour rentrer au pays danois, au même endroit, sur le même toit. Oui, vraiment, c'est presque trop fantastique, et pourtant c'est vrai. Vous pouvez interroger le naturaliste, il est forcé de le reconnaître, et vous le savez bien aussi, vous l'avez vu. Mais la pierre précieuse qui était dans la tête du crapaud, cherchez-la dans le soleil, voyez-la si vous pouvez. L'éclat y est trop fort. Nous n'avons pas encore des yeux qui puissent voir toute la splendeur que Dieu a créée, mais nous les aurons sans doute, et ce sera le plus merveilleux conte, car nous-mêmes y prendrons part.
Fin de la lecture du conte Le Crapaud. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.